Mais d'abord, direction le nord du Mexique et plus précisément Ciudad Juárez, ville située sur la rive droite du fleuve Rio Bravo, à la frontière avec les États-Unis. Au début des années 2000, elle pouvait s'enorgueillir d'un certain dynamisme démographique et économique. Les choses ont dramatiquement changé ces dernières années. La faute à qui ? Au cartel qui assassine à tout va, au point que Ciudad Juárez est aujourd'hui qualifiée de ville la plus dangereuse du monde. Dangereuse surtout pour les femmes, première victime des fous de la gâchette. Quitte à mourir, autant le faire la tête haute, signifient ces femmes que vous allez voir. Elles n'acceptent pas la fatalité. Leur combat, qu'elles soient journalistes, humanitaires, rappeuses ou autres, témoignent à l'évidence qu'elles ne veulent pas se résigner à l'intolérable. Reportage Laura Aguirre des Carcères, Ivana Yurissa Achéré et Lucie Robert. Avez-vous déjà vu des avions bombarder Juárez? Avez-vous déjà vu des tanks patrouiller dans la ville? Jamais. Et pourtant, même dans la guerre d'Irak, on n'a pas tué autant qu'ici. Plus de 11 000 morts en 4 ans à Ciudad Juárez. Tout ça à cause de gens qui se disputent un territoire qui n'est à personne, mais à nous tous. Une guerre silencieuse, un conflit pour un territoire. Armées, cartels, narcotrafiquants se battent pour occuper cette zone stratégique à la frontière des États-Unis. La ville prend parfois des airs de vastes scènes de crime et elle traîne le surnom de ville la plus dangereuse du monde. Les habitants se retrouvent coincés entre les fusillades, sans trop savoir qui leur tire dessus. Ils n'ont plus aucune confiance dans les autorités et sont désemparés. Ciudad Juárez est aussi la ville qui tue ses femmes. Ici, plus que nulle part ailleurs, elles se font assassiner, violer. Une ville fantôme, à moitié morte, mais pas encore à terre, car elle peut compter sur ses femmes, prêtes à se battre pour Ciudad Juárez. Il est 10 h du matin. Et Luz, journaliste, est déjà sur sa 3e scène de crime. Un peu détachée, elle s'approche d'un homme, abandonné en pleine rue. Calciné, après avoir été torturé, une technique souvent utilisée par les narcos. Comme souvent, à Juárez, les journalistes arrivent avant les policiers. Luz a ses sources, les pompes funèbres, les pompiers, les vendeurs de rue. C'est une des plus vieilles reporters et presque la seule femme dans un monde de mecs. Alors, qu'est-ce que ça change? Il te protège enfin, parfois, pas toujours. Non, parfois c'est moi qui fais attention à eux. Ce qu'on essaye de faire, généralement, c'est de toujours rester groupés, à cause des problèmes de sécurité. Arriver sur des scènes de crime et en partir tous ensemble. Ces habitudes, ils ont dû les apprendre sur le tas, pour des raisons de sécurité. Juárez a toujours été une ville violente, mais en 2008, elle a basculé. Luz a couvert jusqu'à 20 morts par jour. D'un jour à l'autre, elle a vu sa ville se transformer en champ de bataille. Ici, là, ce bar a été incendié. Et là aussi, ils ont tué 2 personnes. Et là aussi, tu te souviens, juste là, dans une boutique, ils ont tué quelqu'un aussi. Là, regarde. Je crois qu'il n'y a pas un seul quartier de la ville où il n'y a pas eu un meurtre. Quand on parle de Luz dans la ville, tout le monde la connaît. C'est la madre, la mère des jeunes reporters. Il y a quelques minutes ici, encore un homme, exécuté en pleine rue. Il faut faire très attention aux petits détails. Si les tueurs ont laissé un message, si la victime était habillée, tous ces petits détails qui font que les crimes sont différents les uns des autres. Vite, là, il faut qu'on se dépêche parce qu'il y a eu un autre meurtre.
Je m'appelle Luz et depuis 23 ans, j'écris l'histoire de Ciudad Juárez. En 23 ans, Luz a vu sa ville changer. Son histoire, souvent s'écrire dans le sang. Elle travaille pour le plus grand quotidien de la ville, El Diario. Il faut l'imaginer, à peine sortie de la fac, arpentant pour la première fois ses couloirs. À l'époque, jamais elle n'aurait pensé devenir correspondante de guerre. Buenas tardes. Hola. Elle en a adopté le caractère, l'allure un peu froide, mais à l'écouter de plus près, sa respiration angoissée l'a trahi. Luz ne s'est pas encore habituée à vivre entourée de la mort. Ce sont des éléments balistiques, des petites choses que j'ai trouvées sur les scènes de crime, des cadeaux. Lorsqu'elle écrit, on a presque peur pour elle. Chaque mot, un détail en trop pourrait lui coûter la vie. Fâcher les narcos, la police. Alors, comment fait-elle pour continuer? Imagine-toi, mon collègue Ramon va écrire sur 3 meurtres. S'il se met à se poser des questions, l'assassin est libre. L'impunité règne ici. Si à chaque article on se pose des questions, on n'écrit plus, on ne fait plus rien. La peur ne doit pas nous paralyser. Quand elle dit ça, Luz, elle doit quand même forcément y penser. À ce bureau vide, juste derrière elle. C'est mon collègue Armando Rodriguez. Il a été assassiné le 13 novembre 2008. Et ça, c'est son bureau, l'endroit où il écrivait. Il sortait de chez lui, amenait ses filles à l'école. On lui a tiré dessus, on ne sait toujours pas qui c'est. Et lui, c'est le deuxième collègue qu'ils ont assassiné le 16 septembre 2010. Luz s'acharne car elle sent qu'elle fait son devoir. Compter, lister les morts pour qu'ils ne soient pas oubliés. Que personne ne puisse venir lui dire que tous ces homicides, c'est normal. Ça, c'est le tableau où l'on note tous les homicides de 2008 à aujourd'hui. Ce sont tous des êtres humains, ils ont tous leur propre histoire. Pour mettre des noms, des prénoms sur ces chiffres, Luz va à la rencontre des familles des tués. Écoutez la douleur de ceux qui restent. Ici, une maman et sa fille de 3 ans ont été violées, puis assassinées. Des crimes sexuels comme celui-ci, il y en a des centaines à Juárez. À tel point qu'ils ont dû inventer un mot pour ça, les féminicides. Sur les t-shirts, dans les rues de la ville, on les voit partout, ces visages de jeunes filles, tuées, assassinées ou disparues. Dans les années 90, c'est le scandale. Elles sont des centaines à être enlevées, torturées, violées. Aujourd'hui, on en parle moins, mais cela continue. Brunes, adolescentes, pauvres, elles disparaissent en plein centre de la ville. Plus grand monde pour s'en étonner. Ici, c'est devenu presque normal, banal. Noémie enquête sur le sujet depuis plusieurs années pour les journaux locaux. Obsédée par cette question, qui les enlève? Pourquoi? Il y a beaucoup d'histoires, de rumeurs. Dans le cas des filles disparues, on parle de traite de blanches. Il y a même des filles qui se sont échappées de ces endroits où ils les enferment et qui disent avoir vu certaines des filles disparues enfermées dans des maisons. On dit aussi que c'est lié au narcotrafic. Dans les années 90, on dit que c'était les policiers qui les enlevaient et revendaient les filles aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, pour qu'ils s'amusent avec elles. Après s'être bien amusés, ils les faisaient assassiner et on les retrouvait mortes dans le désert. Je m'appelle Lorena et je suis une guerrera. Une guerrera. Pourquoi se fait-elle appeler comme ça, Lorena? Parce qu'elle se bat contre la peur, parce qu'elle ose se montrer.
alors que les femmes ici ont plutôt tendance à raser les murs. Lorena habite une petite maison avec sa compagne et son fils de 20 ans. Elle ne roule pas sur l'or, mais il y a 3 ans, elle a voulu aider les délaissés de sa ville. Par Internet, elle fait de l'humanitaire de proximité et elle reçoit des dizaines d'appels au secours. Les gens nous envoient directement des mails ou des demandes sur Facebook. Par exemple, là, regarde, un homme nous demande de l'aide pour un garçon de 7 ans. Parfois, des gens nous demandent aussi de l'aide, pas forcément pour eux, mais pour des voisins dont la situation les inquiète. Un enfant malade qui a besoin de soins, une famille qui n'arrive plus à se nourrir. Lorena se transforme en super-héroïne. Tout l'argent vient des poches des guerreras. Elles ont commencé à 2 il y a 3 ans et petit à petit, les autres filles les ont rejoints en les voyant passer dans la rue. Aujourd'hui, direction les quartiers les plus pauvres de la ville. À Juárez, la violence a engendré la misère. Et elles viennent voir une famille qui ne s'en sort plus. Ils n'ont plus assez d'argent pour se nourrir et leur fille a disparu. Ma fille avait pris cette route pour aller dans le centre et elle n'est jamais revenue. Ça fait 1 an déjà. Ils nous disent qu'ils la recherchent, mais c'est très difficile. Ça fait trop de jeunes filles disparues. La vérité, c'est qu'on aimerait ne plus vivre, parce que c'est complètement désespérant. Je n'ai plus envie de vivre. Elle était tout pour moi. C'est désespérant et cela coûte cher. Tous les revenus de cette famille partent dans les recherches pour retrouver leur fille. Le mari, aveugle, ne touche aucune pension. Ils ne perçoivent aucune aide. On pense que les familles ont besoin de notre aide. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose, mais on espère quand même que ça puisse les aider. Oui, c'est vrai que cela peut paraître un peu anecdotique, ces quelques cadeaux. Un peu dérisoire même, face à la pauvreté de tant de familles. Mais n'allez pas lui dire ça à Veronica. Je suis émue de les voir. Bonjour, je suis la maman. Elle vient de les appeler et on la sent soulagée. Ah, merci beaucoup. Dites bonjour. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Michel. Ce sont mes enfants. Véronica a 3 enfants, dont un très malade. Pas de couverture de santé, pas d'infrastructure pour le prendre en charge. Ce qui l'a sauvé, c'est la solidarité des habitants de Juárez. Mon fils est moitié à moi, moitié à Juárez. Oui, grâce à toute l'aide qu'on a reçue par les habitants, il est à vous aussi. Je l'appelle l'enfant de Juárez. De l'entraide entre ceux qui sont restés, ceux qu'on pourrait appeler des rescapés. Parce que tant d'insécurité, ça a fait fuir pas mal de monde. Trop d'extorsions par les cartels, par la police. Les magasins ont fermé un à un. Et la ville s'est vidée. Près de 110 000 personnes ont préféré fuir, laissant des quartiers complètement à l'abandon. Un peu comme si le désert de la région reprenait ses droits. Même les mariachis ont l'air un peu décrépits et semblent avoir laissé tomber. Aujourd'hui, difficile d'imaginer la Juárez d'avant. Celle que les soldats américains adoraient pour venir s'y amuser. Les années 60,
Le temps du boom économique, des maquilas, ces grandes usines à flanc de frontière. À cette époque, les femmes de tout le pays accouraient dans cette ville qui leur offrait leur premier travail, mais surtout leur indépendance. Un Eldorado transformé en cauchemar pour cette population pauvre et vulnérable. Aujourd'hui, ceux qui restent à Juárez s'enferment. De plus en plus de quartiers montent des murs, s'isolent pour se protéger du danger. Mais ces barrières ne protègent pas de tout. Je m'appelle Alma. On a tué mon fils, Omar. Il avait 23 ans. Alma vit dans un milieu protégé. Une mère au foyer, une petite famille avec de l'argent, qui se croyait épargnée par la violence. Mais il y a 1 an et demi, son fils a été tué par balle. Je pensais que ma famille ne serait jamais touchée par la violence et qu'on n'aurait pas à vivre quelque chose d'aussi dur. Parfois, je me dis que c'est un cauchemar, que je vais me réveiller, mais non, je me réveille et c'est la réalité. Lorsque son enfant est mort, Alma n'a pas crié à l'injustice, cherché les coupables, exigé la vérité. Ce n'est pas vraiment dans son caractère. Et puis s'énerver, à quoi bon? De toute façon, les coupables, on ne les arrête jamais. Alma déprime et elle se dit « La ville doit être pleine de mères comme moi, seules dans leur coin, sans trop quoi savoir faire de leur peine. » Pour que Omar, son fils, ne soit pas mort pour rien, elle décide alors de monter une association au but un peu fou. Soigner les blessures psychologiques de la ville. Au fait, Alma, ça veut dire âme en espagnol. Tous les samedis, Alma accueille ici des mères qui ont perdu des enfants dans la violence. Bonjour. Comment ça va? Un lieu de parole pour qu'elles puissent partager leur peine. On va commencer par raconter ce qui s'est passé cette semaine. Les femmes arrivent au compte-gouttes, avec un sourire qui souvent cache de la colère. Une peine opprimée qui tourne rapidement à la rage. Et nous maintenant, on fait quoi? Pourquoi Dieu laisse des méchants sur terre? Pour qu'ils continuent à détruire encore plein de familles? Je comprends que parfois il n'y a pas de travail, mais pourquoi tuer des gens? Pourquoi tuer des gens? Je me sens très très mal. Ce sont tous des gens abandonnés, énervés contre la vie. Mais ça ne sert à rien de garder en nous de la haine, de la rancœur, de vouloir se venger, d'exiger de la violence contre ces gens qu'on ne connaît même pas. Juárez est pleine de rancœur, de soif de vengeance. On doit méditer là-dessus, sur le pardon. Pardonner pour enrayer ce cercle vicieux où la violence entraîne de la violence. Parler pour apaiser cette ville, ses habitants blessés, à fleur de peau. Si Ciudad Juárez était un corps, on dirait de lui qu'il est recouvert de plaies ouvertes, loin d'être cicatrisé. Chaque coin de rue a connu ses moments violents, ses cadavres. Et si ça va un peu mieux à Juárez, restent les séquelles de ces années de violence, restent les blessures psychologiques. Alma a monté une équipe de psychologues qu'elle fait rentrer dans les salles de classe. Une forme de thérapie pour pousser les jeunes à partager leur douleur. Alors ici, entre un cours de géo et un cours de maths, on a cours de deuil. Avec tout ce qui se passe dans la ville, la violence nous affecte tous. Alors je vais vous demander de sortir une feuille de votre cahier. Vous allez dessiner. Sur ce dessin, je veux que vous exprimiez ce que le deuil représente pour vous. Une génération perdue, née dans la violence et traumatisée.
Le quartier où j'habite, il est très dangereux. Donc je ne peux plus sortir seule maintenant, à cause de toute la violence. Je dois toujours être accompagnée et c'est très dur pour moi. Les morts et tout ça, il y en a vraiment plein. Et ça te stresse? Bah oui, on en voit tout le temps à la télé. Tellement de morts, ça nous stresse. Un jour, je marchais dans la rue, des hommes sont passés en voiture et ont essayé de m'enlever. J'ai crié et les voisins m'ont sauvée. Ils m'ont protégée et m'ont amenée dans leur maison. Ma cousine, ils l'ont tuée. Et tu sais pourquoi? Guillermo est thérapeute pour l'association. Les enfants, c'est important que vous sachiez qu'on est là pour vous tous les mardis. Depuis 1 an, il va à la rencontre de cette jeunesse blessée. Ce sont mes chiffres. Sur 10 personnes ici, 5 ont été touchées par la violence. 4 ont perdu des êtres chers. Où que tu ailles, tout le monde ici a souffert de la violence. Il y a beaucoup de séquelles qui vont rester pendant longtemps. Combien de temps? 10 ans, c'est une guerre, mais le pire, c'est que c'est une guerre non officielle. C'est une zone de guerre, mais pas déclarée. Alors la société, on se défend comme on peut. S'occuper de cette jeunesse pour éviter à tout prix que ces jeunes ne deviennent les sicarios, les tueurs de demain. Je m'appelle Sonia, j'ai fondé les bataillons féminins. Elle a l'air un peu mélancolique, Sonia, avec son fils. 25 ans, 3 enfants, pas de père. Elle a grandi au rythme des balles, des amis tués, des copines enlevées. Dans un des quartiers les plus dangereux de Juárez. La solitude de Sonia aujourd'hui, c'est celle de son quartier. On dirait que personne ne vit ici. Les rues sont toujours vides. Il y a des jeunes qui vivent ici, mais personne ne sort. Parfois, les enfants sortent jouer dehors, mais après, il y a des meurtres, donc ils doivent rentrer vite. Si vous vous demandez pourquoi Sonia reste ici, ne cherchez pas. C'est juste qu'elle n'a pas le choix. Si elle pouvait, bien sûr, elle partirait, pour son fils. Face à lui, elle garde le sourire, mais à peine a-t-il le dos tourné, elle angoisse. Quand j'étais petite, la ville était très différente. Et maintenant que j'ai des enfants, c'est de pire en pire. Et ce n'est pas comme ça que je veux qu'ils connaissent la ville. Sonia habite dans cette maison qu'elle n'a jamais pu finir de construire. Un peu à l'image de sa jeunesse, interrompue d'un coup avec l'arrivée des violences. Pas de travail, Sonia est au chômage depuis quelques mois et ne vit que des minima sociaux. Elle passe sa vie enfermée avec ses copines et des heures sur Facebook, sa rue à elle. C'est là qu'elle rencontre d'autres filles et monte le groupe de rap des bataillons féminins. Le titre de leur disque est explicite, pas de guerre en mon nom. C'est important qu'on ne se taise pas. Même si on est des femmes, on a le droit de parler, d'avoir des opinions, de faire ce qu'on veut. Notre voix doit compter. Et pour moi, faire partie de ce groupe, c'est parler au nom de toutes ces femmes qu'on a assassinées. Je suis la voix de toutes ces femmes qu'on a violées et assassinées. Yo soy la voz de todas esas mujeres. Être une femme à Ciudad Juárez, c'est pas pareil qu'être une femme ailleurs. Tu viens d'où, toi ?
De France. De France? Être une femme en France, c'est pas la même chose qu'être une femme à Ciudad Juárez. Pourquoi? Parce que dans cette ville, parce qu'on est des femmes, on peut disparaître. Parce qu'on est des femmes, on peut nous tuer. Et pour faire ce qu'on est en train de faire, on prend encore plus de risques. Vendredi soir, à l'autre bout de la ville. Plus de bars, plus de concerts, un couvre-feu informel. Alors on se retrouve chez soi, entre copains. En plein chaos, un petit garçon dort tranquille. Dans quel Juárez va-t-il se réveiller? Et sa sœur pourra-t-elle se promener sans avoir peur de se faire enlever? Est-ce qu'elle connaîtra ces rues sinistres une fois la nuit tombée? Où on ne croise presque personne. Ah si, vous pouvez quand même croiser Luz. Il est tard et elle sort à peine du journal. Le pire serait qu'on quitte la ville, qu'on s'en aille, qu'on se rende. L'important ici, ce sont tous ces efforts que nous sommes en train de faire. Le fait que malgré la peur que l'on a, on continue d'aller travailler tous les jours, qu'on envoie nos enfants à l'école, qu'on essaye d'aller au cinéma, aller au restaurant, qu'on reprenne possession de notre ville. Tout cela montre que même si c'est vrai que la société est en deuil, elle a aussi très envie de surmonter tout ça. Oui, Juárez est fatigué, épuisé par ces années de violence. On la sent à bout de nerfs, tendue, mais pas vaincue. Une frontière meurtrie, mais qui peut compter sur ses femmes, prêtes à se battre pour elle.